Je voulais commencer par vous dire qu'au début, dès que ce concept de One Health a commencé à apparaître, j'ai été soulagée. J'ai été soulagée parce que le type de sujet que nous traitons, et que moi je m'intéresse en psychologie sociale, ils ont cette composante multifactorielle qui est très 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 difficile d'ignorer. Donc souvent, quand on nous posait la question, soit du point de vue d'une perspective d'un de ces instituts, il fallait avoir un cadrage santé ou parfois un cadrage environnement, alors que des questions de risque, ils sont, euh, c'est multifactoriel, n'est-ce pas? Donc souvent, oui, on peut utiliser le mot interdisciplinaire, mais honnêtement, tout, tout objet qui est sociétal, il va avoir cette composante. Il faut faire appel à ces différents aspects, sinon on n'a pas suffisamment d'ancrage ou de réalité, même d'honnêteté face aux objets que nous travaillons. Donc en fait, juste pour cadrer aussi de quoi je vais vous parler, je suis psychologue sociale. Et à ce titre, je m'intéresse à la question environnementale au sens large. Donc, comment l'environnement va nous affecter, mais aussi affecter nos groupes et comment notre société ensemble peut aussi changer l'environnement. Donc, je m'intéresse, et nous avons en psychologie sociale des approches qui peuvent vous aider à aller dans deux sens. Soit la société et les groupes, comment ils peuvent agir pour l'environnement, quelles sont les idées motrices qui vont nous aider, et aussi comment l'environnement peut être une source de bien-être et de changement pour les individus. Ok, donc d'abord je pense que ça c'est quelque chose qui est très important à préciser quand on parle des deux ancrages, de ces deux points, deux objets dont on va parler aujourd'hui, environnement et santé. Vous savez, en psychologie sociale, nous avons un nombre important de modèles. Je vais vous parler d'un modèle que nous utilisons pour prédire le comportement, parce que pour les psychologues, la notion de comportement, elle est centrale. Donc, j'ai des collègues ici dans la salle qui sont des psychologues. Le comportement, c'est ce qui va nous intéresser. Le comportement d'un individu ou collectif, c'est tout ce qu'on peut chiffrer, mesurer, prédire après. Et la plupart de ces comportements, nous utilisons des modèles pour le prédire, qui sont souvent issus des approches de santé, auxquelles des préoccupations de santé. Par exemple, dans les années 60-70, on voulait comprendre pourquoi les gens fument, malgré le fait que ça fasse du mal à la santé. Comment on va expliquer ça? Donc c'est ce type de modèles-là qui ont commencé, qui sont issus, qui ont été développés notamment par des psychologues sociaux de la santé. Nous avons une collègue ici du LPS, deux collègues qui sont de psychologues de la santé. Vous pouvez poser ce genre de questions tout à l'heure. En revanche, toute l'application de ces théories aux questions environnementales a été faite, je ne vais pas vous dire de façon trop rapide, mais nous utilisons à peu près le même modèle de prédiction de comportement de santé. Bon, je vais vous dire ça. On utilise pour prédire le comportement écologique le même modèle à peu près, avec très peu de changements, que nous avons utilisé très longtemps pour le comportement de santé. Or, il y a un problème dans cette transposition d'un modèle. Pourquoi? Parce que, vous êtes d'accord, si je vais essayer de prédire le comportement de fumer, ou le comportement de faire du sport, ou ce genre de choses, nous sommes bien intéressés aux motivations d'un individu tout seul, n'est-ce pas? Donc c'est quelqu'un, ou en communauté, mais bon, de toute façon, ce sont des choses qui sont ou des comportements qui sont à la dimension humaine d'une personne. Alors que l'environnement, parfois, l'action environnementale, elle ne dispose pas, nous n'avons pas le même type de possibilité d'action individuelle. Je vous donne un exemple. Même si je peux avoir très envie de recycler,
C'est possible que dans ma commune, le programme de recyclage ne soit pas très bien institutionnalisé, implémenté, ou pas, quoi je sais. Ou sinon, il n'y a pas de benne à côté. Ici à Marseille, parfois, les bennes sont remplies jusqu'au bout et on est contraint de jeter tous nos trucs de recyclage avec le déchet commun. Bon, c'est ce genre de problématique. Est-ce que ça ne dépend pas des individus? Ça ne dépend pas de nous. Okay? Ça dépend. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les comportements, parfois on fait trop vite la transposition d'un modèle de comportement vers d'autres, qui sont le comportement écologique. Et le comportement écologique, ou en environnement, ils ont une composante sociétale qui est beaucoup plus importante que le comportement de santé. Donc, il est très important quand on va analyser ce genre de problématiques environnementales, qu'on prenne en compte le contexte. Donc là, le contexte devient vraiment très important. Donc, on parle de gap, parce que ce gap dont je vous parle, c'est la distance entre ce que je souhaiterais faire et ce que je fais en réalité. Et cette distance, elle va être beaucoup plus importante, et on peut, à travers nos modèles de régression, de modèles, on va modéliser le comportement. On va voir cette distance beaucoup plus importante pour les comportements écologiques que pour les comportements de santé. Donc, juste pour vous donner une idée de quoi je suis en train de parler, de modèles et tout, pour les collègues qui n'utilisent pas ce genre d'approche, pour certains, ces modèles vont parler. C'est un modèle très ancien et très classique de la psychologie sociale pour la prédiction du comportement. Donc, on va prédire le comportement à partir d'un certain nombre de variables. L'attitude, la norme subjective, par exemple. L'attitude, c'est est-ce que je suis pour ou contre quelque chose. La norme subjective, ça va être est-ce que les gens, les personnes qui m'entourent souhaiteraient que je fasse ça ou qu'ils font aussi. Et là, ici, le contrôle comportemental perçu, c'est une variable avec un nom un peu compliqué, mais en fait, c'est la variable, je trouve, de ce modèle la plus intéressante à analyser, qui est en fait le contexte, les difficultés du contexte. À quel point je peux faire quelque chose. Par exemple, si vous voulez changer vos modes de transport et vous vivez à la campagne, peut-être, même si vous souhaitez avoir une voiture électrique, et même si ça peut être très critiqué, la voiture électrique comme mode de transition écologique, mais si vous voulez avoir une voiture électrique, est-ce que ça va être pratique dans votre quotidien? Si on considère toutes les difficultés techniques qu'il peut avoir, mais aussi, bien sûr, financières. Donc, quand on parle d'économie, le poids économique d'un comportement écologique, il est là, dans ce contrôle comportemental perçu. C'est ça le limite de la réalité, disons. Donc là, nous avons l'organisation de toutes ces variables-là, en principe, qu'on va utiliser, en principe, dans les grandes lignes. Après, on peut rajouter d'autres qui vont nous aider à mieux expliquer pourquoi un comportement se fait ou pas. Ok, donc là, on a vu, vous avez bien compris, la question du comportement, elle est très centrale pour nous. Donc là, pour vous donner encore un exemple et aller un peu plus loin, parce que quand on parle des comportements, il est très important de penser aux aménagements des modes de vie, les aménagements de la ville, comment on va favoriser. Lorsque je parle de ça à des personnes qui sont impliquées dans la gestion urbaine, d'urbanisme ou autre, c'est sur cette voie-là c'est cette entrée-là qui est la plus intéressante, parce qu'elle nous permet de penser, par exemple, la question de faciliter l'expression d'un comportement. Je vais utiliser comme exemple le vélo. Je vous ai parlé peut-être tout à l'heure, mais le vélo, ça peut être très facile dans un contexte qui est très favorable. Par exemple, vous êtes en famille, le week-end et tout, ça peut être très rigolo. Hein. Après, c'est un week-end, vacances. Ensuite, pour aller au travail, c'est autre chose. Donc, imaginez, vous allez prendre le vélo pour aller au travail, vous avez d'autres types de contraintes réelles qui vont émerger, telles que vous arrivez au travail, vous êtes
tout transpirer, il va falloir... Donc là, vous voyez la difficulté du contexte, la réalité des choses commence à émerger. Nous avons besoin d'un petit toile, des salles de bain ou des trucs, ou aussitôt accrochés à Saint-Charles, on a déjà réfléchi que ça, comment on va mettre en place des endroits sécurisés pour accrocher le vélo à l'intérieur, ainsi de suite. Bon, on va augmenter encore un cran. Imaginez si je fais du vélo et en plus, j'ai pas des voies qui sont dédiées ou parfois il faut que je me frotte aux voitures et ça devient un peu compliqué. Donc ça devient encore un frein supplémentaire pour mon comportement. N'est-ce pas? Donc ça devient chaque fois plus difficile, vous voyez. Et en plus, si on imagine les aléas météorologiques. Donc en fait, le comportement, essayez de voir ça de cette façon-là, même si j'aime faire du vélo et je pense que ça peut être dans une vision collective quelque chose qui va beaucoup apporter à la santé d'une ville, il est important de penser à tout ça. Parce que ça va être les freins, ce sont les freins réels de la prise de décision des individus. Okay? Donc, c'est comme ça que je suis en train de vous faire un cheminement de comment nous concevons des modèles, des variables, comment nous analysons comment quelque chose va se passer. Donc maintenant, je voulais vous parler, avec ça en tête, la question de comportement. Nous pouvons parler d'entrée pour l'écologie ou le comportement écologique, la transition, des leviers qui font d'un niveau très individuel. On peut analyser le comportement des individus, mais vous êtes d'accord qu'on peut aussi, tout à l'heure nous avons parlé de la COP qui se passe à Belém, au Brésil. On peut aussi imaginer que ces changements ils vont apparaître, ils vont venir de réglementations, d'accords internationaux, de changements institutionnels. Donc nous avons deux leviers pour changer notre vie concrète. Voilà. Soit je convainc ou je vais partir des analyses des individus, soit je vais partir des réflexions ou des variables qui sont au niveau sociétal. Okay? Donc là, nous avons en psychologie sociale, il y a plein de théories, approches qui vont intégrer donc leur niveau individuel. Le niveau interindividuel, c'est la pression ou des questions interindividuelles, par exemple. Les autres, si je les aime, je les aime moins, etc. Donc la question interindividuelle jouée, le niveau positionnel aussi, différence de statut, de revenus, etc. Et le niveau idéologique en dernier. Donc là, en fait, ce que je suis en train de vous parler, c'est cette distinction qui est très importante pour nous. Je vais vous montrer comment nous avons sollicité ça dans un projet récent, soit d'un côté le comportement, soit de l'autre côté le côté macro, donc le niveau sociétal à partir des institutions, les lois, les réglementations. Okay? Donc comment nous avons appliqué ça? Bon, je vais vous donner peut-être, je n'ai pas trop le contrôle du temps, mais si j'ai le temps, je vais vous parler de deux projets, mais d'abord, je vais vous parler d'un projet qui a commencé l'année dernière, mais qui est le fruit aussi d'une longue contribution avec le laboratoire de chimie de l'environnement. Et il s'agit d'un projet autour de la qualité de l'air. Donc c'est un projet qui a commencé autour de la question des... je n'ai pas trop en tête le truc, là, on avait mesuré, c'était les HAP. Voilà. Les HAP qui sont des composants issus de la combustion, okay, des poussières fines, le dust. C'est ça que nos collègues de chimie de l'environnement étaient intéressés par la mesure. Et ces projets-là, la première partie de ces projets était très intéressante parce qu'on a travaillé avec des médecins aussi, avec un collègue qui est Thierry Orsière, aussi dans cette publication il y est. Et nous avons analysé les effets génotoxiques de ces particules dans des écoles du bassin minier de Provence. Donc il a fait du côté de l'impact sanitaire de cette question de dust, une analyse sur comment ces dust vont impacter les enfants.
Et moi, je me suis intéressée à la perception des parents qui circulaient autour ou qui avaient les enfants dans ces écoles. Comment ils percevaient ça? Est-ce qu'ils pensaient que leur enfant était exposé plus ou moins que les autres? Mais c'était un petit financement et nous avions plus une vision ici qui était de génotoxique, de la génotoxicité c'était ça qui était en question de ce projet au départ. C'était très chimie de l'environnement. Et ça, c'est une publication. Rebecca Castel était une thésarde qui a déjà fini, mais elle était au laboratoire de chimie de l'environnement. C'était une chimiste. Du coup, qu'est-ce que nous avons vu? Bon, d'abord, de ma perspective, ce que nous avons fait, mais c'est ce que nous avons fait, une description des risques. Ça, c'était le travail de Thierry Ursière, génotoxique. Et moi, je travaillais avec un ensemble de stagiaires autour de la perception de risques liés aux poussières en extérieur par rapport à l'intérieur. Qu'est-ce qui a émergé là d'intéressant dans cette première partie? C'est que vous pouvez imaginer que les gens surestiment, et quand je vous parle des gens, c'est les habitants de Marseille, Aix, Tretz, ils surestiment le risque des poussières à l'extérieur par rapport à l'intérieur de la maison ou des établissements. En extérieur, vous êtes d'accord que ce que je suis en train de vous dire, c'est nous avons cette question qui est très culturelle, où on va imaginer que l'extérieur est sale, mais l'intérieur de la maison est propre. Et en fait, ce que nous avons vu ici, et avec la question de dust, la pollution des espaces intérieurs, parfois c'est le contraire. Hein? Donc, par exemple, le comportement d'aérer, il est très important. C'est pour ça, c'est dans cette optique qu'on était intéressé par continuer cette analyse vers quelque chose de plus efficace pour nous, qui serait en termes de comportement, d'apprentissage de comportement, aussi d'aération des maisons. Donc ça nous a amené vers une deuxième question qui était le comportement d'exposition aux poussières à l'intérieur des maisons. Et c'est ça qui nous a motivés à faire cette demande de projet, de thèse en TRED avec Oriana Gaspéen, elle est une doctorante chez nous. Et cette thèse en TRED est aussi entre le laboratoire de psychologie sociale et le laboratoire de chimie de l'environnement. Notre collaboratrice au LCE, c'est Laure Malgré, qui aussi a été. Donc pour cette thèse, je vais aller très vite, parce que là, tout à l'heure, je vous ai parlé des leviers d'action, donc des choses qui vont nous intéresser ou qui vont nous motiver au niveau du comportement des individus, mais aussi sociétal. Et là, on avait, donc pour la question au niveau individuel, on était donc intéressé par l'exposition pour l'apprentissage de ces comportements chez les gens à partir de l'installation de capteurs. Il y a une série d'activités, de formations qui sont en cours maintenant. On va faire ça avec des collégiens de la région aussi du bassin minier de Provence. Ils vont faire des cours de sciences dans le collège et chez eux avec des capteurs qui vont circuler, où l'objectif est qu'avec la visibilité de la qualité de l'air intérieur, la visibilité, ils vont commencer à voir, si j'ouvre la fenêtre tous les jours, mon air intérieur il va beaucoup s'améliorer. Donc en fait, on voulait avoir quelque chose de concret pour stimuler ou pour rendre un peu plus concret cet apprentissage, parce que vous êtes d'accord, la question de qualité de l'air, elle n'est pas très visible. C'est différent de quelque chose qui est plus d'autres risques qui sont plus visibles et que nous contrôlons plus. La qualité de l'air, c'est pas le cas. Donc nous avons besoin de capteurs pour avoir un feedback, pour que les gens puissent apprendre aussi comment leur geste d'ouvrir et aérer la maison est quelque chose qui fait beaucoup de bien à leur qualité de l'air. Donc ça, c'est l'aspect individuel, et ça, c'est un cours. Une autre partie de sa thèse a un ancrage, une réflexion autour des changements qui sont sociétaux. Donc comment la question de la pollution est devenue un enjeu de société
qui peut, lui, influencer la prise et de ces genres de comportements. Donc là, on est plus intéressé par cette analyse indirecte des normes sociales. Est-ce que les autres personnes qui m'entourent ou les collègues de mon fils ou fille qui est au collège, est-ce qu'ils font pareil? Donc on va se comparer aussi aux autres familles du quartier, par exemple. Et aussi avec les représentations sociales, parce que nous avons vu, nous avons fait déjà l'analyse des presses autour de la pollution de l'air ici, avec la question des hommes de faible émission, tout ça, c'est devenu un enjeu socialement parlant localement. Donc on veut voir aussi comment les gens se positionnent par rapport à ça, parce qu'à Marseille, pas tout le monde est d'accord avec cette histoire de zone de faible émission. Il y a beaucoup d'enjeux sociaux autour de ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose que nous sommes en train d'analyser. Okay? Donc là, pour revenir à notre double ancrage, comportement et sociétal. Ce sont deux choses, deux leviers, deux ensembles de blocs de réflexion qui sont importants à prendre en compte. Je ne vais pas rentrer en détail dans ça, c'est ce que je viens de vous parler. Ça, c'est l'analyse de presse qu'Oriana a fait. Je ne sais pas combien de temps j'ai. 3 minutes. 3 minutes, ok. Je vais vite fait parler alors du projet Cardimed, qui est notre projet, c'est un projet européen, très One Health, celui-là, parce qu'il s'agit donc d'un projet qui s'intéresse à l'adaptation et la résilience autour de la Méditerranée, mais surtout à travers l'installation, c'est comme une preuve de concept. Donc dans ce titre-là, nous avons autour de notre université installé des capteurs sur différents sites, mais en particulier à Saint-Charles et Saint-Jérôme. Nous avons installé des capteurs avant la réalisation de travaux de désimperméabilisation. Je ne sais pas s'il y en a ici qui participent ou qui ont participé du projet Cardimed. Donc il s'agit d'un projet qui vise donc la désimperméabilisation. Et moi, en tant que psychologue social là-dedans, notre contribution est d'analyser en quoi cette verdification ou la nature au sein des campus va changer le bien-être et l'utilisation des espaces. Donc c'est tout simple. Okay? Donc nous avons ces changements concrets et nous avons vu cette opportunité comme un laboratoire à ciel ouvert en fait. Parce que nous faisons recours à des modèles, à des photos de la réalité virtuelle pour analyser les impacts des espaces verts ou bleus sur le comportement et le bien-être. Alors que là, c'est pas du tout le cas, c'est nos campus qui sont en train de changer. Donc nous sommes en train de faire cette recherche avec des questionnaires. Donc les étudiants et les personnels par différents sites. J'ai juste ces petites analyses qui sont vraiment très préliminaires, qui ont été faites et à Marseille, et nous avons fait aussi un questionnaire, nous avons fait une campagne aussi à Schumann. Et ce qui est intéressant, voilà, même le collègue du projet, ils ne connaissent pas ces données-là, c'est qu'en fait, nous avons vu que le campus Saint-Charles, malgré le fait qu'il ne soit pas perçu de la même façon, il est un peu plus moche, vous voyez. Les étudiants, le personnel, ils aiment un peu moins visuellement, le campus Saint-Charles, mais c'est un campus autour duquel nous avons beaucoup plus d'attachement. Donc c'est rigolo. Il y a quelque chose autour de l'attachement et comment l'attachement joue sur le bien-être qui est très intéressant à analyser. Tout ça, c'était avant la réalisation de travaux. On va voir comment tout ça va évoluer après les travaux. Nous allons voir. Donc là, il y a toute une analyse, une réflexion autour du bien-être dans le 2 sites d'études à Aix-Marseille. Donc voilà, c'était ça pour moi. Merci beaucoup.